Salut, c'est Franck Tolito. Je vous propose aujourd'hui un épisode avec deux invités, ou plutôt un invité à double facette. D'un côté, Elliot Gattier, ancien pensionnaire du centre de formation de l'Est Saint-Etienne et champion de France U17 en 2013. De l'autre, Hiro, avec 2 E, DJ et producteur. Dessous de verre numéro 40, ça commence maintenant. Salut Elliot. Salut Franck. Avant qu'on commence à discuter, je voulais citer 2 sites internet qui m'ont donné envie de te contacter. Le premier, c'est Evect, qui a relayé des news sur ton actu musical récemment, puisque tu es DJ et producteur sous le nom que je te laisse prononcer. Hiro. Avec 2 E, pour ceux qui veulent te chercher. Exactement. Et le deuxième site, c'est Poto Carré, qui interviewait, tu as peut-être vu Lionel Vaillant, ton ancien coach en U17, puisque ça fait 10 ans que vous avez été champion de France avec l'AS Saint-Etienne. 10 ans déjà. Ouais. Effectivement, ouais, j'ai vu passer l'article récemment. Voilà, donc on s'est contacté via Instagram pour être transparent, t'as accepté l'invitation et on se voit donc aujourd'hui à Saint-Étienne. C'est ici que t'as posé tes valises depuis que t'as arrêté le foot en 2020? Depuis que j'ai arrêté le foot, je suis venu, oui, effectivement, à Saint-Étienne, période de Covid, où en fait le Covid a débarqué. Je me suis demandé, j'ai eu une grosse remise en question parce que je commençais vraiment à tourner en rond sur le terrain, même si normalement c'est pas normal parce que le terrain il est rectangle. Mais je commençais vraiment à me poser des questions sur ma vie, sur mes envies, sur plein de choses. Et j'étais loin de ma famille, loin de mes amis. Donc du coup, le choix le plus logique pour moi, si je voulais recommencer quelque chose, c'était de me rapprocher de là où j'ai grandi. Parce que même si je suis pas stéphanois de base, toute ma vie a été construite à Saint-Étienne, vu que je suis arrivé ici à l'âge de 11-12 ans, il me semble. Donc c'était un choix logique pour moi de revenir ici au moment où j'avais envie de changer de bord. Oui, parce que d'après ce que j'ai pu voir, t'es né à Clermont et t'as plutôt grandi en Haute-Loire, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Il y a quelques mois, j'avais rencontré le groupe Terre Noire pour enregistrer pareil un épisode qui me disait qu'il y avait un vrai terreau, un vrai potentiel ici. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu ressens? Oui, mais de manière générale, en fait maintenant avec les réseaux sociaux, on est dans un monde qui est hyper connecté. Donc en fait, on se rend compte que de partout, il y a des talents, des gens qui n'étaient pas mis en lumière parce que l'entrée dans ces mondes-là, c'est un peu comparable au foot. C'est un monde de contacts, de gens qui te mettent en avant, qui te donnent des opportunités. Et en fait, le nombre de jeunes ou moins jeunes qui sont dans leur chambre ou dans un garage avec des potes, avec 2 enceintes et qui grattent la musique, il y en a un nombre incalculable en fait. Donc je pense, et oui, je le ressens à Saint-Étienne puisque je côtoie du coup effectivement depuis que je suis revenu pas mal de gens issus du monde de la musique, notamment par exemple quelqu'un pour qui lui ça marche bien, Anom, donc ils ont un groupe Anom et Vein, je sais pas si ça te parle, qui ont un morceau qui est disque d'or aujourd'hui, qui sont signés dans des maisons de disques à Paris et tout. C'est des jeunes de mon âge, donc enfin des jeunes un peu moins jeunes maintenant, mais du coup oui, eux ils ont un crew, si je peux appeler ça comme ça, où il y a beaucoup de jeunes talentueux. Donc dans ce monde-là qui est la musique plutôt axée urbaine. Et après pour ce qui est des DJ, ouais, il y a beaucoup d'assos. Par exemple Pot-au-Feu, on a pu voir le Puy Couriot la semaine dernière pour la fête de la musique qui a rassemblé à peu près 15 000 personnes et c'était que des artistes locaux, donc en plus milieu associatif. Donc oui, effectivement, sur Saint-Étienne, il y a de quoi faire, ouais. Tu parlais de contact, de faire de la musique dans un garage, etc. Toi, ça commence comment et quand, surtout? Je pense qu'il y a eu un moment très très charnière pour moi, c'est la première fois où parce que moi j'ai toujours été attiré par la musique, de par mes parents, etc., qui avaient beaucoup d'amis avec qui se retrouvaient le samedi soir, ils faisaient ce qu'on appelle des buffs, c'est-à-dire par exemple il y avait un guitariste qui amenait sa guitare,
un pianiste qui amenait son piano, ma mère qui chantait, mon père qui touchait un peu à tout. Et du coup, les samedis soirs étaient rythmés, ils faisaient, je sais pas, la musique pendant 5, 6, 7 heures. Et ils discutaient autour d'un verre, enfin entre potes, quoi. Et j'ai trouvé ça génial de voir déjà comment la musique peut rassembler des gens sans dire un mot. J'ai trouvé ça génial, l'énergie que ça a apporté. Donc moi, je regardais ça du haut de mes 5, 6, 7 ans. Et donc déjà, j'ai grandi forcément avec la musique. Parce que j'ai des parents qui sont issus du monde artistique. Donc ma mère, comme je te le disais avant, ma mère était journaliste, elle a fait les beaux-arts. Mon père, il a fait de la décoration d'intérieur, il a fait des vitraux. Donc il y a une fibre dans la famille. Ouais, il y a une fibre artistique. D'ailleurs, quand je leur ai dit je vais faire du foot, mon père, il s'est mis au foot d'ailleurs grâce à Creuse, grâce à moi, je sais pas, mais voilà. Arrivé mes 15-16 ans, alors bien sûr c'était l'âge le plus important au foot, mais c'est aussi l'âge où, en tant qu'être humain, tu commences à découvrir le monde. Et moi, j'ai commencé à être attiré par d'autres trucs que le foot, dont la première fois, les premières sorties, etc. Donc, disclaimer pour tout le monde, on était en vacances, voilà. J'ai découvert boîte de nuit. Donc, c'était à Clermont. Hasard, je sais pas. Et c'était au B-Box qui a fermé aujourd'hui. Je sais pas si ça te parle. C'est une grande boîte de nuit qui pouvait réunir 5-6 000 personnes. À l'époque, il y a David Guetta et tout qui a mixé. Enfin, c'était et le DJ donc résident là-bas, c'était un jeudi soir, je me rappelle. Le DJ résident là-bas, c'était Tristan Cassara. Et Tristan Cassara aujourd'hui, c'est devenu The Avener en plus. Okay. Donc je rentre dans ce lieu inédit pour moi, enfin découverte totale. Et je me rappelle, il y avait des escaliers qui montaient jusqu'à la cabine DJ. Et je regarde et je fais waouh quoi. Tu prends une claque? Je prends une claque. Mais vraiment, je prends une claque. Mes potes, je citerai pas leur nom, mais mes potes, ça donnait à des trucs de jeunes entre guillemets. Ils allaient voir les filles, machin. Et moi, toute la soirée, j'ai resté la tête en l'air. Waouh. Et je découvrais en plus et j'écoutais. Je m'en foutais de ce qui allait venir après. Juste, je le regardais. J'étais hypnotisé pendant 5 heures. Pas possible de bouger, quoi. Voilà. Comment j'ai découvert le monde du DJ, quoi. C'est parce que je savais pas que ça existait, ça, avant. Du coup, toi, t'étais déjà en centre de formation, il me semble, à ce moment-là? Ouais, ça faisait, un moment, ouais, même, ça faisait, j'attaquais ma 4e année, je pense. Oui, parce que c'était l'année des U16 première année. Donc, ça veut dire des journées bien remplies, parce que je sais pas si tout le monde se représente bien, l'enchaînement école, entraînement, école, repas, devoir le soir, etc. Comment t'arrives à mettre un pied là-dedans? C'est quoi? Des tutos YouTube pour commencer? T'achètes un peu de matos? Tu commences comment? Non. T'avais pas de formation musicale, toi? Non, j'ai pas de formation musicale. Je mets un pied là-dedans, je pense, maladroitement, comme n'importe quel jeune de cet âge-là aurait pu le faire, parce que comment expliquer? À cet âge-là, j'avais quand même, je sais pas si on peut appeler ça des responsabilités, parce que si je me consacrais pas à 100% dans le foot, la seule personne qui était perdante, c'était moi. Mmh. Donc c'est pas vraiment des responsabilités, mais vu que j'étais hypnotisé par ce milieu-là, il y avait des moments où particulièrement l'année où je découvre ça, donc c'est mon année du 16 première année, donc c'est 1 an avant le titre de champion de France, donc cette année-là, ouais, mon seul moyen de continuer à découvrir, malheureusement, parce que à l'époque le DJ c'est uniquement boîte de nuit égale fête. Enfin, je parle aux yeux des gens quand ils regardent de derrière. Boîte de nuit égale forcément tu rentres tard, donc tu te couches tard. Ça c'est indéniable. Et pour un sportif de haut niveau, ça dépend pour qui. Si on demande à Ronaldinho, lui ça va. Mais indéniablement, si tu te couches tard les week-ends, je vais pas faire je découvrais la fête aussi, donc j'ai forcément aussi un peu goûté à la fête. Mais dans la majeure partie des cas, c'était vraiment pour découvrir la musique, parce qu'en plus, à l'époque, il y avait une discothèque dans la Plaine, justement, si on parlait de la Plaine. Et c'était le Must, je pense que tu connais, c'est Bellegarde en forêt, il me semble. C'est exactement ça. Et à cette époque-là, là-bas, ils étaient vraiment au sommet de ce qu'on pouvait faire pour
pour un club de campagne, parce que c'est quand même isolé, hein. Et il faisait des soirées des fois le dimanche soir. Je me rappelle, je tairai le nom parce qu'il est un peu border, mais il y avait des soirées le dimanche soir, pas veille du jour férié, rien, où il y avait 2500 personnes. C'était vraiment, il y avait quelque chose qui était créé là-bas, et en plus il y avait un DJ que j'ai pris littéralement pour modèle, parce qu'aujourd'hui encore je vois des trucs que je fais en live, que je me remémore des techniques que lui faisait, et c'était Dario M, qui aujourd'hui, pour la petite histoire, lui a complètement arrêté de mixer, enfin pas complètement, mais il fait de la création graphique. C'est par exemple, tu vois, t'as un écran derrière le DJ Ok. où il y a des loops, les logos, les machins, et lui il fait quasiment tous les DJ de France passent par lui. Il fait DJ Benz, je sais pas si ça te parle, qui a explosé sur les réseaux. Il s'occupe un petit peu de la com de l'Amnésia au Cap d'Agde. Ok. Donc voilà, c'est marrant, tu vois, le cercle fermé en fait de ce milieu-là. Et du coup voilà, donc pour revenir à moi, c'était maladroitement, je sortais beaucoup, quoi. Je me mettais pas forcément la tête à l'envers, mais je sortais beaucoup. Donc cette année-là vraiment, j'ai un petit peu abandonné le foot, donc je me blessais. Je pense beaucoup en partie à ça, en partie aussi parce que ma tête n'était plus axée qu'au foot. Donc voilà, et au courant de l'année là, j'ai parce que j'avais un contrat, donc ça m'a permis d'acheter une petite platine. Alors là, je faisais vraiment pas de la production, c'était vraiment une petite platine, j'enchaînais 3 sons et je passais des heures devant ça, quoi, chez mes parents. Au centre moins, parce que dès que tu sors un peu du moule dans ce milieu-là, t'es constamment jugé à juste ou à mauvais titre, hein, mais t'es constamment jugé. Au centre, c'était un peu plus compliqué de t'exercer? Alors déjà parce qu'on était en chambre double, donc forcément je voulais pas imposer ma passion à un mec, même si lui il était pour le coup très compréhensif, parce qu'aujourd'hui c'est encore un pote, c'est Alexandre Assaf. Bien sûr. Grosse saison en Monistrol. Ah ouais, mais lui super mec, je suis content de son évolution et tout. Pareil, lui il a bien réussi à se reconvertir parce que lui il a pas eu de chance, la fracture de la jambe et tout, donc je suis bien content pour lui, c'est cool. Et mais ouais, j'avais pas envie d'imposer je sais pas, c'est à 16 ans en même temps on réfléchit différemment. Maintenant je suis plus en mode je fais ce que je veux et je m'en fiche. Mais à l'époque c'était assez frustrant d'entendre des gens dire ouais, mec de la nuit, machin, nana, alors que moi je voulais juste. Moi ce qui me plaisait en soi c'était les platines, c'était pas d'aller. C'était la musique, machin. J'avais la même, je ressentais la même chose quand je mettais play sur ma petite table, que je fermais les yeux, que j'imaginais des choses, que quand j'étais en boîte de nuit et que bon après bien sûr il y a la foule, il y a l'engouement et tout, mais voilà, du coup au centre c'était un peu plus compliqué, et chez moi les week-ends quand je rentrais là je passais des heures dessus, quitte à me faire engueuler par mes parents parce que là j'avais des enceintes, c'était pas dans mon casque, donc voilà. Dans le vestiaire, c'est toi qui mettais la musique ou pas du tout à ce moment-là? Non, parce que faut savoir que la musique électronique et encore aujourd'hui elle est pas très populaire du grand public, du très très grand public, et je parle de la musique électro si on pousse un peu plus le truc, et pas qu'on se cantonne aux musiques un peu électroniques qu'on peut entendre sur Fun Radio ou les choses comme ça, telles que le dernier morceau de David Guetta qui est un hit interplanétaire. La musique que j'écoutais à l'époque, ce que je découvrais, c'était plus, il y avait pas trop de paroles et tout, c'était vraiment plutôt de la musique de sensation, Okay. Truc que tu vis plutôt que t'écoutes appropriément dit. C'est vrai que dans le foot et en France de manière générale, la musique urbaine, le rap, même si maintenant c'est plus trop du rap, c'est ce qu'on peut appeler de la pop urbaine parce que c'est très chanté, très dansant. La musique de boîte, hein, finalement, maintenant qui a pris le pas sur l'électro. Du coup, non, c'était pas la musique populaire. Des fois, ils m'en laissaient mettre une ou deux. Ils criaient DJ Gat et tout. C'est marrant, mais
Mais pas plus que ça. Mais pas plus que ça. Et puis moi, je suis quelqu'un. J'aime bien mon cercle. Et après, de manière générale, je mets du temps à me mélanger. C'est un peu sûrement dû à cause des années de centre où j'avais la sensation que quand j'étais moi-même à 100%, donc ça veut dire quand j'incorporais à ma vie la musique et tout, j'étais constamment jugé et du coup je faisais mon truc dans mon coin, ça m'allait très bien. Ok, tes années de centre, on va y venir dans pas longtemps. Juste, là 10 ans sont passés. Ouais. Maintenant la musique, tu te consacres exclusivement à ça. Ouais. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que peux nous parler un peu de tes réussites, de tes projets dans ce milieu-là? Écoute, ça se passe plutôt bien. Quand j'ai décidé d'arrêter le foot, je parle du foot, c'est là qu'on va voir que je marche vachement à l'instinct et toute ma vie ça a été ça. D'ailleurs, c'était pour ça que j'étais attaquant, je pense. Mais c'était, donc je me rappelle, début de Covid. J'étais à Montluçon à l'époque en N3 et je venais, je pense, de faire parce que j'avais une blessure. Après Saint-Étienne, je suis parti à Bastia 1 an, le club a déposé le bilan et tout. Là-bas, j'ai quasiment pas joué parce que je me suis fait opérer des adducteurs, pubalgie. J'ai trouvé un bon de sortie à Montluçon en N3 où j'étais super bien accueilli. Franchement, les gens là-bas, top, les éducateurs, enfin tout le monde m'a bien accueilli et je découvrais en fait autre chose que le foot de haut niveau. Et c'était très bizarre pour moi. Mais en même temps, ça m'a montré que sans le cadre que j'avais avant à Saint-Étienne, plus j'avançais, plus j'avais vraiment envie d'autre chose, quoi. Okay. Le foot, je continuais vraiment, je pense, comme quelqu'un qui a son travail, qui a des revenus grâce à son travail, qui a sa solidité financière, qui va faire son truc. En plus, là, je faisais mon truc 2 heures par jour. Après, j'étais full libre, quoi. Donc, ça a certains avantages, forcément. Du coup, là, j'ai commencé à vraiment me projeter. Qu'est-ce que je peux faire sur la musique et tout, nana. 3 ans se passent. Donc, on arrive juste avant le Covid. Et là, je commençais vraiment à aller à l'entraînement. Et pendant l'entraînement, me dire qu'est-ce que je fous là, quoi. Ouais. Qu'est-ce que je fous là? Je n'ai plus envie d'être là. Pourtant, je faisais ma meilleure saison. Je récupérais mes jambes, je marquais des buts, j'ai eu beaucoup d'étoiles. Je sais pas si ça te parle, c'est le trophée, enfin c'est pas un trophée, mais c'est comme on peut appeler l'homme du match Okay. À la Ligue 1. Donc c'est décerné par l'entraîneur d'en face. Donc je commençais vraiment à remonter dans la course en fait. Mais je faisais ça machinalement, quoi. C'était, ça me saoulait, j'en avais marre. Donc le Covid arrive. Faut savoir qu'à Montluçon, j'étais tout seul. C'est loin, Montluçon quand même, c'est à 3 heures de route. Donc moi, la semaine, j'étais tout le temps tout seul. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, les cercles, tant que j'ai pas 100% confiance, je me mélange pas forcément. Donc je restais vraiment tout seul dans mon coin à bosser sur des projets, etc. Et donc arrive le Covid, je rentre chez mes parents. Je dis à mes parents, voilà, c'est burn-out, franchement, burn-out total. Je dis à mes parents, là, non, je peux plus. Je peux pas retourner là-bas. Au-delà du cadre, je suis loin, je suis dans une ville. Désolé les Montluçonnais, je vous aime, hein. Mais c'est pas ouf, quoi. La ville, elle est, waouh. Et du coup, je dis, vas-y, là, même s'il y a aucune perspective avec le virus et tout, je dis, je fais autre chose, quoi. Et j'appelle le coach qui pensait que j'allais signer autre part et tout. Non, j'arrête. Je fais autre chose. Donc je vais au Ninkasi. Un pote à moi qui me fait rentrer au Ninkasi. Donc je reste 1 an là-bas. Je mixe le week-end, j'anime des blind tests, donc ça me permet de découvrir, en fait, de rentrer dans le milieu, mais de manière, j'ai le terme en anglais, je suis désolé, j'ai pas le terme en français, de manière smooth. Donc tranquillement, ouais, c'est plutôt ça. Tranquillement, donc de découvrir le micro, parce que parler au micro devant des gens, c'est quelque chose, quoi. Faut les regarder, donc je découvre ça, j'anime d'autres trucs, je fais aussi ingé son pour les concerts parce que Ninkasi font des concerts, donc ça me forme en plus sur du truc live, voilà, des concerts à une quinzaine de pistes
avec guitare, batterie et tout, des trucs différents vraiment de ce que je peux faire sur mon ordinateur où c'est moi qui crée tout et tout. Et donc voilà, ça dure 1 an. Au bout d'1 an, j'ai une proposition par pote que j'avais rencontré qui est DJ à Lyon, qui me dit ouais, il y a une place à Chambéry, l'Opéra, qui est une boîte très réputée. À l'époque, ils avaient pu faire Kungs, c'est au centre-ville de Chambéry, donc vraiment le lieu de fou. Donc je vais faire un essai là-bas. Je suis pris, je passe 1 an là-bas, 1 an de fou. Franchement, c'est ça, je m'éclate quoi. Tu joues plutôt la musique des autres ou t'es déjà sur tes productions à toi? Pour moi, il y a 3 types de DJ, on va dire. T'as le DJ qui va être axé sur les mariages, les anniversaires, les événements privés. Même si le DJ résident, donc deuxième type de DJ, donc ça c'est un DJ qui reste à un endroit, qui entre guillemets façonne l'établissement à son image, peut accéder aux événements privés parce que forcément ça se touche du doigt, mais ça reste quand même différent. Et après t'as le troisième type, c'est le DJ qui commence à être booké parce que il fait de la musique, parce que il est influent sur certains trucs. Bah maintenant les réseaux sociaux jouent beaucoup. Et après je vais même rajouter une catégorie, t'as le DJ superstar, là c'est le mec qui vient, de toute façon il y a 100 000 personnes, enfin et du coup non, moi j'ai la vision du truc pour le moment, et de toute façon je pense que j'aurai toujours cette vision du truc. C'est pour moi, avant j'étais très cloîtré, ouais moi je joue pas la musique que j'aime pas, machin, nanana. Et en fait je me suis rendu compte, moi j'aime bien faire plaisir. Moi devant moi faut que ça soit le bordel quoi. J'aime bien que ça fasse la fête, que ça soit cool. Donc jouer mes morceaux, ça peut arriver en faisant certains compromis, en faisant des mashups. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Des mélanges de voilà, morceaux. des mélanges de sons. Donc je pouvais mettre un couplet de quelque chose de connu pour les gens qui puissent chanter et qu'ils aient un repère, et qu'après ça monte et que ça parte sur un truc plus électro, donc parfois mes productions à moi. Donc pour créer vraiment une alchimie, que ça bouge, etc. Mais du coup non, moi je suis capable de passer, franchement, du dernier morceau banger rap français à YMCA, sur revenir sur de l'électro. En fait je m'en fiche. Une musique que quelqu'un va trouver pourrie pour lui, il y a une autre personne, quand il va l'entendre, ça va lui faire ressentir des émotions de ouf. Et au final on est là pour ça quoi. On est juste là pour faire passer des bons moments aux gens, pas pour se dire c'est pas le concours de celui qui a la plus grosse quoi. Donc voilà. Par rapport à ce que tu as connu quand tu étais ado avec des journées très cadrées, on le disait, aujourd'hui la musique, est-ce que c'est très différent, est-ce que ça part un peu dans tous les sens, ou tu as gardé une forme de routine dans ton travail? Non, parce que c'était cadré, mais moi je suis pas quelqu'un de cadré. Je suis pas quelqu'un. J'arrive à cadrer mes frappes, mais alors non, dans ma vie moi je suis, et encore plus musicalement, c'est même si tu te mets un cadre, et je pense qu'il y en a qui arrivent à bosser comme ça, mais j'ai remarqué que quand tu te mets un cadre et que tu te dis ouais, ce matin 9h je fais mon café, je me mets devant l'ordi dans le studio, et là je bûche, je vais sortir un truc de ouf. Sauf que ça marche pas comme ça. Le truc, des fois t'as des longues périodes de disette, y a rien qui sort, et puis d'un seul coup, j'ai une idée, hop là tu la retranscris, tu fais un morceau en 2 heures. Bah, tu fais un morceau en 2 heures, tu poses la base en 2 heures, et là le truc il est ok, là j'ai quelque chose. Mais c'est pas ouais, ce matin je me lève, là je veux faire un truc comme ça, enfin pour moi, parce que ça va me permettre de rebondir sur un copain que j'ai rencontré il y a pendant le Covid, justement, sur des talk shows un peu dédiés au monde de la nuit, la musique électronique et tout ça, sur des talk shows, des DJ qui faisaient des émissions où tu pouvais envoyer ta démo, il y avait des feedbacks, des retours donc des gens, et donc il y avait plein de producteurs et tout. Et là j'ai rencontré par le biais des 2 DJ, donc Lumberjack qui faisait l'émission, un mec qui est devenu un de mes meilleurs amis d'ailleurs aujourd'hui. Et lui, c'est une machine de guerre. C'est-à-dire que lui,
Lui, il a fait des collaborations avec les plus grands DJ du monde, hein, par exemple Nicky Romero, Yves V, je sais pas si ça te parlera. Ça parlera sûrement à ceux qui connaissent un peu le milieu. Donc lui, c'est un mec, il a des morceaux à 5 millions de streams, des trucs bien vénères. Et lui, tu le mets devant l'ordi, il dit ouais, ça c'est cool, je vais en faire un comme ça. En 2 heures, il en a appelé un comme ça. Donc il y a des gens, c'est des génies, mais après lui, il a, je pense sur moi, 7, 8 ans d'avance, parce qu'il est dans le milieu depuis une dizaine d'années. Donc voilà, je partage beaucoup avec lui parce que justement aujourd'hui, on a créé un projet en commun qui s'appelle Bromance. C'est avec ce projet-là qu'on a été joué par David Guetta, donc à l'Ultra à Miami, qui est un des plus grands festivals du monde. Et c'est également avec ce projet-là où j'ai la plus grosse actu qui est en train d'arriver sur l'année 2023 là. Où est-ce qu'on peut retrouver tes sons, tes productions, écouter, voir ce que tu fais? Sur Spotify, donc tapez Hero, H2E-R-O, et vous pouvez taper également Bromance, qui est mon deuxième projet, donc B-R-O-M-A-N-C-E. Et Instagram, tous les réseaux, c'est le même. Vous me trouverez forcément. Voilà. Pour venir un peu plus sur le foot, je crois que tu rejoins la Saint-Etienne quand tu dois avoir 13-14 ans, quelque chose comme ça. Ouais, 12 ans même, il me semble. 12 ans. Toi qui n'avais pas forcément grandi dans une famille très attachée au foot, est-ce que ça représentait quand même quelque chose de grand d'intégrer ce club? Ouais, parce que je venais de. Alors j'avais plusieurs choix. J'étais allé faire des essais à Auxerre qui étaient intéressés. Il me semble qu'il y avait l'OL, Clermont aussi. Il n'y avait pas de contact fort comme j'ai pu avoir à Saint-Etienne. Habitant pas loin, c'est un club qui te parlait, toi? T'avais la Ouais, fibre tous mes copains. Moi, faut savoir que moi, je joue au foot, mais je joue au foot, quoi. C'était pas je veux le club. J'aime trop. Je suivais pas les matchs. J'ai jamais regardé les matchs. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne regarde plus du tout de foot. Vraiment, quand ça me passe sous le nez, j'ai regardé la Coupe du Monde, bien sûr. Mais quand ça me passe sous le nez, je regarde. Mais voilà. Donc déjà à l'époque, je regardais pas. T'étais plus détaché que d'autres? Ouais, je voulais juste m'amuser. En fait, le truc me plaisait. J'avais une certaine facilité. Ça me plaisait de jouer au foot. Donc c'était cool d'avoir des potes, de partager des moments. J'ai vécu des super moments quand même, hein, mais c'était pas. À l'époque, si quand même, hein, parce que je dis ça, mais quand j'ai découvert le foot, moi j'ai commencé quand même tard, en Poussin 2. Ouais, donc c'était quand même assez tard pour, comparé au parcours classique d'un mec qui est footballeur professionnel, j'entends, ou footballeur de manière générale. Ils commencent tous très tôt parce que voilà. Moi, je prenais mon ballon, j'allais jouer tout seul, je faisais des frappes, j'allais jouer, je comptais pas mes heures en fait. En fait, je suis comme ça de manière générale. Quand un truc, je l'aime, et peu importe ce que c'est, hein, ça marche aussi pour la nourriture. Quand j'aime bien quelque chose, j'y vais à fond, quoi. Et du coup, je prenais mon ballon, j'allais jouer tout seul. Donc voilà comment j'ai commencé le foot. Et du coup, forcément, le club à côté de chez moi, le club le plus populaire à 1 heure de Saint-Etienne, c'est Saint-Etienne, hein, au Puy-en-Velay. Tous mes potes me disaient, ah ouais, Saint-Etienne, c'est trop bien. Ça fait plusieurs fois que tu me répètes que t'es assez presque solitaire. Ouais. Comment t'as vécu les années en centre de formation où justement c'est du H24 collectif? Émotionnellement dur, parce que moi j'ai besoin de c'était trop tout le temps de gens. Trop, j'avais pas moyen d'être tout seul, c'était pas possible, quoi. C'était infernal. Sympa parce que tu crées des relations de fou et tout, mais infernal parce que t'as pas d'intimité. Zéro, ça n'existe pas. Parce que après, j'étais avec les premières années, j'étais avec un mec qui on a à peu près la même vision des choses. On aimait bien un peu déconnecter, être tranquille dans la chambre et tout. Mais sinon, je voyais les autres, ils étaient tout le temps collés, tout le temps ça ferme pas les chambres, donc ça rentre, hop, ouais, salut, tu fais quoi et tout, machin.
Moi, j'avais besoin d'être tranquille, quoi. Et encore aujourd'hui, hein, là, en plus, j'ai un métier qui est très demandant émotionnellement parce que j'ai beaucoup d'interactions avec les gens, beaucoup de retours. Quand je rentre chez moi, je suis lessivé et quand je suis off, je suis off. Ok. Même mon téléphone, d'ailleurs, t'as pu le voir, des fois, je mets 3 jours à répondre. C'est un peu, voilà. Mais ouais, j'ai développé ce truc où j'ai besoin de couper. Et aussi parce que vu ce que je t'expliquais, voilà, il y a des moments, moi j'aime bien être tout seul. Je sais qu'avec moi et mon chat, on est bien, on peut bosser tranquille. Et bien sûr, mon cercle très proche, ma famille et mes amis très proches, voilà, eux, qu'il n'y a pas de problème, peuvent m'appeler n'importe quand, voilà. Mais sinon, de manière générale, voilà. Et Elliot, je fais juste une parenthèse pour prévenir les personnes qui nous écoutent que le son peut être différent de ce qu'il était jusque-là, puisqu'on a eu un petit problème de timing. J'ai dû partir précipitamment. Donc on lance la deuxième session de notre discussion et on parlait juste avant voilà, de tes années de formation. C'était pas forcément humainement que des bons souvenirs. J'imagine qu'il y en a et tu vas nous en parler maintenant. Et notamment peut-être que le meilleur, c'est forcément cette finale contre Guingamp et ce triplé qui vous donne le titre U17 nationaux en 2013, il y a 10 ans. Alors effectivement, dans les bons souvenirs, parce qu'il y en a eu d'autres, je mets celui-là en tête de liste parce que humainement, footballistiquement, c'est peut-être ma meilleure saison, même si je dirais que la saison d'après, j'étais encore plus haut en matière de niveau. Mais c'est vrai que cette année-là, on a créé un truc génial. En plus, il y a pas mal de joueurs de cette génération-là qui aujourd'hui évoluent dans le monde professionnel avec qui je suis encore en contact. Donc ça fait plaisir pour eux. Je suis content qu'ils s'épanouissent dans ce qu'ils font. Donc voilà. Oui, je vais en citer quelques-uns parce que j'ai retrouvé la photo on va dire ouais, c'est la finale contre Guingamp. Vous êtes, je crois, 18. Ouais. Et il y a quelques noms qui parleront à tout le monde. Alan Saint-Maximin, évidemment. Jonathan Bamba, évidemment. Mais aussi Alexis Gendouzi, le gardien qui est en Algérie, je crois, aujourd'hui. Ouais, c'est ça. J'ai eu des nouvelles de lui récemment. C'est ça, il est en Algérie, ouais. Dylan Chambaud, Léo Petro, donc ils sont revenus il y a un an à Saint-Étienne. Kazim Suljic, Nathan Decoquet, etc., etc. C'est même impressionnant le nombre d'ailleurs de joueurs. Joris Mendy. Joris Mendy, oui, je crois qui a la Duchère. Et qui a la Duchère, là, en ce moment. Et ça a l'air de bien se passer pour lui. Donc voilà, c'est cool, hein. C'est cool. Et c'est impressionnant, ouais, de voir le nombre de joueurs qui sont devenus pros. Tu sentais que vous aviez une génération qui était au-dessus à ce moment-là? On avait clairement une génération qui était au-dessus. Après, les 2 premiers noms que t'as cités, on savait dès le départ que de toute façon, surtout Alan, il y avait aucun risque vu que déjà la France entière le regardait, la France, la majorité des entraîneurs auraient aimé l'avoir dans leur équipe. Et Joe, c'était pas une surprise non plus qu'il arrive à ce niveau-là. Après, le reste, si à l'époque on citait des noms, bien évidemment, j'imagine qu'après ma finale, on aurait parlé de moi. On va y venir, ouais, évidemment. Que Alex Assaf était un des premiers noms qui aurait pu sortir. Guillaume Dauphin également. C'était votre capitaine, c'est ça? C'était notre capitaine qui s'est blessé lors de cette finale à la cheville et qui après a totalement disparu de la circulation. Moi, c'est un super pote à moi, je suis encore en contact avec lui. Lui, malheureusement, voilà, blessure. C'est pas un mythe, hein. Il y a une légende qui dit ligament croisé, tu connais. Il y a d'autres blessures qui existent, mais une blessure peut annihiler complètement les espoirs d'un mec parce que c'est dur de revenir au haut niveau même en donnant tout ce que t'as quand t'as eu des blessures assez graves comme lui. Il avait une grosse entorse. Déjà il avait été arrêté 6 mois et après l'année d'après le coach comptait pas sur lui et puis voilà, hein, il y a une grosse part de chance, hein. Quand t'es entre guillemets juste au niveau pour passer pro. Je pense que faut que les planètes s'alignent et si t'as ta chance au bon moment et que t'es bon là après c'est jouable quoi.
Tu as quel souvenir, toi, de cette campagne et de la finale, évidemment, mais plus largement de toute la campagne? L'avantage, c'est que j'ai une super mémoire, donc je me rappelle de plein de trucs de manière générale dans ma vie. Ça m'a permis de jamais faire mes devoirs à l'école. Faites pas ça, c'est pas bien. Mais du coup, je me rappelle, franchement, je me rappelle de tous les buts que j'ai marqués quasiment cette année-là. Je me rappelle de tous les playoffs. Je sais qu'on a attaqué contre Sochaux, on gagne 1-0. Avec, je me rappelle de l'action, comment on marque. C'est un défenseur, il essaye de mettre un petit pont. Je récupère la balle, je la passe en retrait. Alex Assafi tacle, il marque. On gagne 1-0, on défend tout le match. C'est un hold-up. Hein. C'est le hold-up du siècle. Ensuite, on joue contre Nantes. On gagne 2 ou 3-0. 3 parce qu'il y a Guillaume Dauphin justement qui marque une reprise de volée. Le mec, il a jamais marqué de sa vie. Il marque une reprise de volée en dehors de la surface et je crois que Joe Bamba met un triplé et après il y avait match anecdotique contre Nice parce qu'on était déjà qualifié. Si je me rappelle bien, je crois qu'on gagne, mais vu que le match était anecdotique, je me rappelle plus trop. Et de manière générale, je pense que Sochaux avait été meilleur que nous sur le match, vraiment très très largement. Mais on a gagné avec ce qui nous a fait gagner en fait toute l'année. C'était notre esprit d'équipe de malade mental en fait. Et même quand les gens redescendaient du dessus, ce qui était le cas de Alan, Jonathan, tout le monde courait en fait. Il y avait une équipe, on était une équipe au-delà des individualités, on était vraiment une équipe. Il y avait des joueurs qui ont pas beaucoup joué pour les playoffs parce que justement il y a eu ces redescentes là, mais qui ont grandement participé au titre tout au long de l'année. Je pense à Dylan Chambost, qui lui a été titulaire toute l'année et que quand Jonathan et Alan sont redescendus, il n'a pas joué quoi. Donc c'est ça qui a fait notre force, hein, totalement. Il y a pas d'autre mot, c'est l'équipe quoi. Ouais, parce que même la finale, je me souviens moi l'avoir regardé en direct sur YouTube à l'époque. Vous gagnez 3-0, mais c'est pas évident. Guingamp, je crois, marque 1 ou 2 buts qui sont refusés pour hors-jeu, des occasions franches aussi. Enfin. Je crois que nous, on n'a pas beaucoup d'occasions. Hein. Très honnêtement, déjà mon premier but, s'il se tire dedans, je récupère le ballon, j'enroule et je marque. Le deuxième, c'est Asaf qui fait débordement, il me centre en retrait. Et troisième, je mets un plat du pied sur une passe de Augustin Mangoura. Plat du pied gauche. Que le gardien il dort aussi, je sais pas franchement le gardien oui, le ballon rentre tout doucement oui. Le ballon rentre tout doucement. Après c'était un peu ma spéciale, le petit plat du pied mais ouais, j'ai pas trop le souvenir qu'on ait énormément d'occasions, mis à part ces 3 énormes occasions. Si, il y a peut-être 1 ou 2 occasions de Joe. Je sais qu'Alan faisait des grosses différences mais qu'il a pas vraiment eu d'occasion. Je sais que les 2 buts hors jeu, il y a le coup franc de Laspal. Il met un gros coup franc, Alex la sort bien. Ouais, dans mes souvenirs, c'était un match ouvert, mais on n'a pas non plus énormément d'occasions. On a beaucoup de réussites. On a eu beaucoup de réussites. Ouais, on va venir sur ton cas, mais est-ce que tu peux me raconter tes souvenirs de cette journée? Parce que pour beaucoup d'entre vous, je pense que ça doit être un des premiers gros rendez-vous de votre jeune carrière. Comment vous l'aviez abordé, toi notamment personnellement? Est-ce que c'était le plaisir de jouer une finale? Est-ce que c'était la pression qu'il y a un titre au bout? Est-ce que tu te rappelles dans quel état d'esprit t'étais? J'ai jamais trop eu de pression sur le terrain. C'était plutôt de l'adrénaline à chaque fois. Donc, comme en plus on s'entendait tous bien et qu'on avait fait une grosse saison, on était sûr. En fait, il pouvait rien nous arriver. Très honnêtement, quand on gagne comme ça contre Sochaux, qui est vraiment un hold-up, je me répète, hein, mais on a autant à la finale, on a de la réussite et on est efficace, mais Sochaux, on n'a pas passé le milieu de terrain. Je pense que si un jour t'as l'occasion de réinterviewer des gens avec qui j'ai joué, qui étaient là à ce match, on n'a pas passé le milieu de terrain. Je crois qu'il y a un but sauvé sur la ligne litigieux. C'était Emeric Brun au cash, c'était pas Alexis. Ils faisaient un match chacun, je me rappelle. Donc on se disait, on arrive, on le fait, et puis ça va le faire, quoi. Ça va le faire. Je me rappelle, on était parti la veille, on avait dormi dans un petit hôtel, balcon vue sur la mer, on était bien. Franchement, on était bien. Petite journée, on a mangé au resto tranquille. Après, on est allé regarder. Je sais plus si c'est la veille ou le jour même, mais il y avait les U19.
qui eux avaient demi-finale et finale. Et c'était Nantes-PSG. Il y avait d'ailleurs Irvine Ogenda, Kingsley Coman, qui étaient surclassés. Et Nantes avait tapé le PSG, je me rappelle. 3-2, je crois, c'était un match de fou. Un match de fou furieux. Ils perdaient 2-0, ils en ont mis 3 d'un coup et tout. Après, nous, on est parti s'échauffer, et puis let's go, hein. Enfin, voilà, c'est comme ça que c'est passé. Dans les grandes lignes, hein, mais voilà. Je vais être franc, de cette génération, mais toi-même tu le disais tout à l'heure, j'avais beaucoup plus entendu parler d'Alain Saint-Maximin et de Jonathan Bamba à ce moment-là, avant le match. Est-ce que ça a changé des choses pour toi en termes et de notoriété et d'attente ensuite? Non, parce que cette saison-là, j'étais important dans le groupe, parce que moi, mes qualités, c'était surtout que je me battais et que voilà, j'étais un attaquant qui défendait, que la combativité et tout, c'était mes grosses qualités. J'avais une bonne finition et tout, mais c'était pas. J'entrais bien dans un collectif en fait, je pense, et j'avais pas marqué des playoffs. Et je me rappelle d'une discussion avec Gilles Rodriguez et Lionel Vaillant qui m'avaient dit bon bah t'as pas marqué, mais la semaine prochaine, ça sera toi. Tu joueras quand même. On te fait confiance, t'as toujours notre confiance et tout. Je leur ai dit mais pas de souci, hein, de toute façon moi je l'ai gardé pour la finale. Et c'est véridique. Je l'ai dit exactement comme ça. Et bon bah les étoiles sont alignées et j'ai mis un triplé, mais ce qui a changé les attentes sur moi, c'est ce que je te dis, c'est la saison d'après où là j'ai fait une énorme saison. Je me rappelle, j'avais été convoqué en équipe de France pour un stage de présélection avant l'Euro parce que Coman s'était blessé, je crois. Et donc là, cette saison-là, je reviens du rassemblement et je pense qu'il y a 10 matchs de suite où je marque. Un truc comme ça. Bah, peut-être un peu moins, mais je marchais sur l'eau. Franchement, je me rappelle par exemple, je reviens 2 semaines après, il y a le derby et c'est Alexis qui fait un 6 mètres. La balle a rebondi au milieu du terrain. Je récupère le ballon. Donc il y a eu une passe entre Alexis et moi. Je récupère le ballon, je dribble 4 joueurs. En partant du milieu de terrain, je fais grand pont, machin, dribble, frappe croisée, but. Enfin vraiment, en fait tout ce que je faisais marchait. C'était trop bizarre comme sensation. Et là, à la fin de cette saison, je reprends avec les pros. Je commence à m'entraîner avec les pros, je reprends avec les pros. Et ouais, là, il y avait des attentes. Là, il y avait clairement des attentes parce que j'étais en CFA, je marquais en CFA aussi. Parce qu'après, à la fin de l'année, je finis titulaire. Alors que je suis 19 première année, je finis titulaire en CFA2, qui c'est la génération 94, je suis titulaire. On est champion de CFA2. Et à partir de là, ouais, beaucoup d'attentes. Ces attentes, tu les as senties ou clairement on te les a exprimées? Je les ai sentis et on me les a exprimés. Bah, à partir du moment où j'ai des mauvaises notes et que le directeur du centre de formation, il vient te voir et il te dit, bon, bah, normalement, on est censé pas t'envoyer à l'école parce que pas te laisser t'entraîner parce que t'as des mauvaises notes, t'es censé travailler en plus et tout. Mais bon, les pros, ils ont besoin de toi, alors. À partir de ce moment-là, tu te dis, bon, bah oui, bah, ça va, voilà. Et toi, du coup, tu te dis quoi? Tu te dis, ça y est, je suis sur la voie royale, ça va le faire, je vais toucher au but d'être pro? Je sais pas trop ce que je me dis parce que en même temps, j'ai ça qui arrive, mais comme je te l'ai dit plus tôt, y a un truc qui m'appelle toujours en fait. J'arrive pas à arrêter d'y penser. Et en fait, cette année-là, j'ai 18 ans et on pouvait prendre notre appartement à 18 ans. Ok. Et comme je t'ai expliqué en off, on était privé de sortie à cause de certains incidents. Mais moi, j'avais rien fait, donc pour le coup, et j'en avais marre d'être. Je voulais vivre un peu ma vie. Et je me rappelle d'ailleurs d'une phrase, parce que tout à l'heure aussi on a parlé de quel club j'aurais pu avoir si j'étais pas venu à Saint-Étienne. Ce qui m'a fait signer à Saint-Étienne, au-delà du fait que c'était juste à côté, c'est qu'à l'époque c'était Alain Blachon, le directeur du centre de formation. Je me rappelle l'essai, j'ai joué 20 minutes, il m'a sorti, il m'a dit ouais c'est bon, on est allé dans le bureau, et il m'avait dit une phrase. Il m'a dit est-ce que t'es prêt parce qu'on va te voler ton adolescence. J'ai dit ouais je suis prêt, bah j'avais 10 ans, moi c'était mon rêve, il y avait rien d'autre qui comptait. Et chose étant vrai, c'est que c'est pas faux quoi. Si tu veux faire autre chose, tu peux pas.
parce que il faut penser qu'au foot. Foot. Et du coup, moi, j'ai pris mon appartement et j'étais attiré par d'autres choses. Mon esprit n'était plus centré que sur le foot. Ouais, parce que on dit souvent que c'est le centre de formation. Bon, c'est pas facile, mais c'est aussi un cocon où on s'occupe de tout pour vous finalement. Ouais, carrément. Alors, je pense que plein de gens me demandent à chaque fois si j'ai des regrets, si même l'autre fois, j'en avais reparlé avec Razik, le coach de la réserve, Razik Neder, qui m'avait dit ouais, t'aurais dû rester un an de plus au centre. Mais en même temps, je me dis, c'est retarder l'échéance. Au final, je serais resté un an de plus au centre. Peut-être que j'aurais signé un contrat pro parce que j'aurais été encore dans le cocon, que j'aurais pas eu les mêmes libertés que si j'avais que quand j'ai eu mon indépendance. Mais au final, je pense sincèrement que c'était retarder l'échéance. Un an après, j'aurais pris mon appartement, j'aurais été toujours attiré. Et puis voilà. Hein. Toi, tu as eu quel rapport à ce moment-là avec Christophe Galtier? Parce qu'il a commencé au début qu'il était entraîneur à Saint-Etienne par lancer pas mal de jeunes. Et ça a été un petit peu plus dur après parce que les attentes étaient aussi plus élevées et certains ont un peu regretté de ne pas avoir vraiment eu leur chance. Toi, tu es comment par rapport à ça? Est-ce que tu penses qu'il aurait pu te faire un peu plus confiance? Est-ce que tu trouves que ses choix étaient logiques par rapport aussi à la vie que tu avais en dehors? Comment tu trouves tout ça? Non, moi, quand j'ai pris mon appartement et que je commençais à voir autre chose, en fait, à partir du moment où tu sors, tu fais des trucs, s'il y a pas une voix dans ta tête qui te dit gros là faut que tu rentres, t'ailles dormir, c'est important de mater entraînement, ça veut dire que t'es dans autre chose. Et moi il y avait pas cette petite voix, hein. Moi je sortais, j'étais content, je rencontrais enfin des gens avec qui je partageais des mêmes centres d'intérêt. D'ailleurs mes meilleurs amis, hormis Léo Petro, quelques-uns, même si Léo on est proche, mais c'est pas un ami de ma vie de tous les jours, mais mes vrais amis, c'est des gens que j'ai rencontrés via la musique, via le monde de la nuit et par personne interposée. Et mes vrais amis ne sont pas dans le foot. Donc si j'avais pas fait ces choix-là, je n'aurais pas rencontré ces amis-là. Peut-être j'en aurais eu d'autres avec des voilà, mais ouais, comme je te disais, non, ces choix, je peux pas moi je peux rien lui reprocher parce que j'ai repris avec les pros, j'avais tout entre les mains. Et c'est moi qui ai décidé de pas être à fond, quoi. J'avais pas mon niveau de l'année d'avant parce que j'avais pas une super hygiène de vie. J'ai aucun problème à l'assumer. Mais en même temps, ça me faisait pas plus chier que ça, quoi. Voilà, un petit peu, hein, mais c'était pas sur le moment peut-être. Parce que voilà, le truc on le touche du doigt et c'est toujours c'est un truc pour lequel on s'est battu pendant 10 ans, 15 ans. Mais avec du recul, voilà, là, comme je t'ai dit, moi, ça fait 3 ans que j'ai arrêté le foot. Le nombre de personnes qui m'ont dit viens jouer pour te faire plaisir, et j'ai dit non. J'ai pas envie, quoi. Ça me manque absolument pas. Donc non, moi, je méritais. J'ai fait la prépa avec les pros. J'étais en dessous du niveau pour plein de raisons. Là où quand j'étais au top de ma forme, j'étais largement au niveau pour pas aspirer à être titulaire, hein, loin de là, mais quand je m'entraînais avec eux, voilà, j'étais pas en dessous du niveau, quoi. Vraiment pas. Et qu'est-ce qui fait que l'histoire s'arrête? C'est une volonté commune? C'est que toi on ne proposes rien? Comment ça se termine? La dernière année où j'étais à Saint-Etienne, j'ai eu Julien Sablé comme coach. Parfois, c'est une question de vraiment qui t'as en face de toi, quel est ton interlocuteur et comment la personne va te prendre. C'est du management, hein. Et moi, avec Julien Sablé, d'ailleurs, on s'appelle encore de temps en temps. Il a su vraiment me parler et tout. Donc là, j'ai fait des choses en fonction pour pas avoir de regrets à l'époque. Je me rappelle, j'ai réemménagé à l'Etra pour être sûr d'être proche du centre. Voilà, pour mettre toutes les chances de mon côté. Malheureusement, j'ai eu la pubalgie. Sûrement ou pas dû à cause de l'énergie que j'avais mise dans autre chose que le foot. On saura jamais, c'est pareil, hein, ça c'est pas. Il y a des gens, ils ont une hygiène de vie très bien et il leur arrive des gros soucis, donc. Mais voilà, franchement, je fais une bonne fin de saison. Je participe grandement au maintien parce qu'on était bien dans la sauce. Je me rappelle, je marque des buts importants.
Il a ces mots, il me dit putain c'est dommage, si la saison avait duré 3 mois de plus, peut-être que voilà. Et- mais du coup non, après j'ai signé à Bastia. Franchement, Bernard David et Julien Sablé, quand d'ailleurs Bernard David m'avait obtenu des essais à OCR. Et à chaque fois qu'un club appelait, ils me recommandaient et tout, donc c'est cool. Je les remercie parce qu'ils ont fait en sorte que j'essaye de m'en sortir. Et voilà, après par la suite, je suis allé à Bastia. Ça s'est passé comment là-bas? Je crois qu'il y avait Alan au Il y même avait moment, Alan, non? mais c'est marrant, ouais, il y avait Alan au même moment. C'était cool d'avoir Alan. Après, lui, il avait déjà sa vie de famille. Il avait déjà ses 2 enfants. Mm. Et il m'avait proposé, pour la petite anecdote, de venir emménager avec lui. Il m'avait dit comme ça, tu payes pas de loyer et tout. Je lui ai dit, c'est gentil gros, mais t'as ta vie, t'as tes 2 petites et ta femme et tout. Moi, tu vois, je veux pas profiter. D'ailleurs, j'en profite pour rebondir parce que moi, on s'écrit de temps en temps. J'ai beaucoup de nouvelles de son frère et de Samuel qui est un petit peu son frère adoptif. Et il y a beaucoup de gens qui vraiment, c'est pareil, c'est dans le paraître, pensent que c'est quelqu'un vraiment d'imbu de leur personne et tout, mais pour la preuve, hein, il voulait m'héberger. Dernièrement, il m'a invité à l'anniversaire de son père ou de sa sœur, je sais plus. Donc c'est un mec qui oublie vraiment pas d'où il vient, et je suis vraiment content que ça se passe bien pour lui parce que c'est un super joueur surtout. C'est un footballeur de ouf. Et donc c'était cool de l'avoir sur place. Bah voilà, après saison compliquée, j'arrive, j'ai mal aux adducteurs, je fais la prépa, impossible de marcher. Je dis là, désolé, j'ai été peut-être un cadeau empoisonné pour vous, mais moi là je peux pas. Et j'ai découvert autre chose que ce que j'avais connu à Saint-Étienne, parce que là-bas c'était quand même, le club était moins gros, c'était beaucoup plus, même si Saint-Étienne c'est familial hein, quand même. Mais c'est quand même familial en surface comparé à la mentalité des Corses une fois qu'ils t'ont adopté, entre guillemets. Et franchement, là-bas, ils m'ont pris en charge, pris des nouvelles tout le temps. Ils m'ont envoyé me faire opérer par le meilleur chirurgien. Ils ont payé le meilleur chirurgien de celui qui a opéré Verratti et tout. Enfin, franchement, alors, je pense que même si aujourd'hui j'ai encore des séquelles, parce que malheureusement, quand je suis arrivé à Paris pour voir le spécialiste, qui m'a dit que j'aurais dû être opéré 2 ans et demi plus tôt. Voilà, mais bon, ça c'est pas grave. Eux, j'avais qu'1 an de contrat. Pubalgie, c'est un truc qui dure 6 mois, et ils ont quand même payé pour un jeune. Donc humainement, moi je suis reconnaissant, franchement, de fou. Donc franchement, moi la Corse, ouais, très très belle expérience. Tu parlais d'Alan, j'ai une question, je sais pas comment tu la prendras, si tu répondras avec ou sans langue de bois, mais comment est-ce qu'on prend le fait de voir que des mecs avec qui on s'est entraîné tous les jours deviennent pros et que toi ça marche pas, que tu es en N3, t'es content pour eux, ou il y a des sentiments comme par exemple un peu de jalousie de se dire à un moment pourquoi eux et pas moi? Ouais, ça arrive à tout le monde, c'est humain. C'est humain. Après, bon, avec Alan, non. Parce que bon, c'est pas possible. Enfin, si tu te dis pourquoi lui et pas moi, c'est que t'as de la merde dans les yeux, hein. Mais ouais, après, il y a des joueurs, tu te dis, sur l'instant T. Très honnêtement, les seuls joueurs où à l'époque, quand j'étais dans le truc et j'ai pu me dire, pourquoi lui et pas moi, aujourd'hui, ils ont disparu, hein. Et le constat, il est comme ça, hein. Sans langue de bois, du coup, il y a beaucoup de copinage d'agents, de trucs, de contrats qui sont donnés parce que il faut que le joueur numéro 1 de l'agent prolonge. Donc machin, ça après ça c'est des trucs on n'a pas le contrôle dessus. Donc après quand t'as 18 ans, c'est compliqué à avaler, hein, mais quand tu vieillis un peu, que tu gagnes en maturité, tu te dis ouais bah c'est bon, c'est du copinage, c'était du business. Et en fait dans ce milieu-là, tout n'est que business. Par exemple, après la finale U17, j'ai l'agent de Jonathan qui moi à l'époque j'étais avec un agent, et l'agent de Jonathan m'appelle après la finale et il me dit oui, j'ai des gros clubs européens sur toi, par contre ça impliquerait que machin. Et c'est d'ailleurs ce genre d'événements qui me font dire que j'étais pas fait pour ce milieu-là.
Parce que moi, je l'ai regardé, je lui dis franchement c'est trop bien, mais je suis engagé avec quelqu'un. Il me dit ah mais un contrat ça se casse, t'inquiète. Tu vois mais je suis engagé, j'ai fait une poignée de main avec quelqu'un. C'est pas possible. Je te remercie mais c'est pas possible. Je peux pas donc j'ai refusé ça. Il m'a donné 2 clubs et franchement ouais c'était alléchant hein mais j'avais donné ma parole à quelqu'un. C'était le premier agent que j'avais eu qui avait cru en moi entre guillemets. Et du coup, non, je voulais pas casser ça. Et donc pour la chute de l'histoire, ce même agent avait des collaborateurs. Et quand je me suis blessé à Bastia, un des 2 collaborateurs était proche du président de Bastia, enfin d'un des présidents de Bastia, parce qu'il y avait 9 présidents. Ouais, il y avait 9 présidents. Mais non, mais là-bas, faut pas. Ce collaborateur vient me voir au début, il vient me voir souvent. Et là, je suis blessé et j'apprends à une période où j'étais blessé, où j'avais le plus besoin de soutien. Lui, il ne voulait pas que je me fasse opérer, je me rappelle. Et j'apprends que ce mec-là vient sur l'île pour un entretien avec un mec de mon équipe, mais qui m'a même pas appelé. Bon, j'avance dans le temps, puisque la fin à Montluçon, tu nous l'as expliqué au début. Même si tu es passé à autre chose, tu as connu Laurent Batles quand il commençait à entraîner à Saint-Étienne avec je crois qu'il a commencé avec le U15, puis après la réserve un peu. Ouais. Tu as dit que tu étais proche de Léo Petro. T'as pas essayé de leur passer un petit coup de fil quand ils sont revenus au club l'an passé? Ah si, bah Léo, on s'écrit. D'ailleurs, il doit me donner un maillot depuis 6 mois, mais... Ah bah le message est passé. Et Dylan, je suis content pour lui parce que ça fait partie des gars qui ont jamais rien lâché. Et c'est un bel exemple parce qu'il a jamais eu de contrat, ce mec. Le seul contrat qu'il a eu, c'est le pro, quoi. Le Saint Graal. Moi, j'ai eu tous les contrats, sauf un. C'est beau, c'est bien, et puis c'est des gens qui méritent parce que ils ont la tête sur les épaules. Et c'est des bons joueurs. Et quand humainement, moi, je vois des gens bien comme ça réussir, moi, peu importe la discipline, ça me fait plaisir pour eux. C'est cool. Ma question, c'était plus non une mauvaise blague, mais voilà, t'as pas pensé à leur passer un coup de fil pour essayer toi aussi de faire un petit retour il y a un an? Non, non, franchement non. Non, il y a une époque, ça aurait pu. Je pense que quand c'était Julien Sablé qui avait eu parce qu'il l'avait fait avec plusieurs joueurs, avec Florian Milla et tout. Quand Julien Sablé avait encore la réserve, je pense que j'aurais pu m'entraîner pour garder la forme et tout à la cool parce que voilà. Mais là aujourd'hui, très honnêtement, en plus du fait que j'ai pas forcément envie de jouer au foot, mais je pense que j'ai pas forcément envie de jouer au foot parce que j'ai plus envie de toucher au monde du foot. C'est le monde, parce que tout ce que je n'ai pas aimé dans le foot, c'est-à-dire l'hypocrisie, même si c'est aujourd'hui c'est un trait et c'est un fléau sociétal qui est omniprésent de partout. Tout est hypocrisie. On voit la situation en ce moment d'ailleurs, tout le monde se renvoie la balle et tout, mais dans le foot, vu qu'il y a beaucoup de thunes, c'est de toute façon tous les milieux où il y a de la thune et le Saint Graal à aller chercher, voilà, c'est des trucs, c'est la guerre c'est la guerre en fait. Donc c'est pas, voilà, moi j'ai pas envie de retourner dans ce milieu-là parce que même au niveau amateur, c'est un truc que tu ressens la jalousie, les trucs, voilà. Moi, c'est terminé, vraiment. Et tu en as parlé il y a quelques minutes, mais je voulais vraiment insister sur la question pour avoir ta réponse, être sûr d'avoir bien compris. Aujourd'hui, tu as complètement tiré un trait où il t'arrive, par exemple, de jouer de temps en temps pour faire un five ou je dis n'importe quoi avec des potes sur un terrain comme ça avec un ballon. J'avais pas touché un ballon depuis 3 ans, jusqu'à dimanche. Là, dimanche dernier, où j'ai fait des passes avec mon filleul à Jean Jaurès. Mais si c'est pas jouer au foot, ça. J'ai touché un ballon. J'avais pas touché de ballon. Mais c'est vrai ce que je te dis. J'avais pas touché un ballon. Voilà. Donc non, ça m'arrive pas et quand on m'appelle et qu'on me propose, je dis non. D'accord, il y a vraiment un rejet. Là, il y a un complet. rejet, comme je t'ai dit, moi sur la fin, quand j'étais à Montluçon, je pense,
avoir vécu ce que certaines personnes vivent quand ils ont 40 ans, qu'ils ont fait leurs études jusqu'à 25, 26 ans, ou peut-être avant, je sais pas comment ça se passe, moi j'ai arrêté au bac, désolé, mais et qui font un boulot pendant 15 ans, hop, tous les jours le même. Bon, maintenant ça se fait moins, les gens aiment beaucoup changer et tout, parce que voilà, il y a la routine, les gens aiment moins la routine, mais voilà, un mec qui a fait le même truc pendant 15 ans et qui se dit, oh, ok, là c'est bon, j'ai envie de faire autre chose en fait. Et voilà, moi c'était ça, j'en avais marre, j'ai envie de faire autre chose, j'ai fait le tour, j'ai touché le haut niveau, c'était trop bien, c'est une super expérience de vie parce que, mine de rien, j'ai beau dire que le monde du foot ne me convient pas, le foot m'a apporté énormément. Le foot m'a construit sur beaucoup d'aspects, le foot m'a montré certaines valeurs, m'a montré les valeurs desquelles je devais me méfier. Bah du coup c'est pas des valeurs à mes yeux, mais les choses dont je devais me méfier, m'a fait rencontrer des gens n'empêche cool, m'a fait rencontrer des gens dans mon métier actuel cool, parce que forcément quand tu te présentes quelque part et que tu dis je suis footballeur, la personne te regarde pas de la même manière, c'est triste. Mais c'est comme ça, le statut social aujourd'hui, encore plus en 2023, à cause des réseaux et tout, a une importance, enfin est primordiale. Donc non, le foot, super expérience dans sa globalité. Il y a des choses que moi je trouve pas en accord avec ma vision de la vie, mais sinon c'est dingue. Et puis il y a que le foot qui peut rassembler les gens comme ça. Tu vois la Coupe du Monde, enfin c'est un truc de malade. Les personnes regardent le foot l'année. Enfin le grand public ne regarde pas le foot. Dès qu'il y a la Coupe du Monde, tout le monde regarde. Enfin, c'est fou, tu vois. Non, dans l'ensemble, c'est pas un rejet, c'est juste que c'est comme un menuisier qui dit je veux plus faire de la menuiserie, je veux faire, je sais pas, de la peinture. Bah, il fait plus de la menuiserie et il va pas le dimanche, il va pas faire de la menuiserie quoi. Enfin c'est totalement tiré par les cheveux comme comparaison, mais c'est comme ça que je le vois quoi. Je veux pas, ça y est, c'était mon taf. Et il y en a hein, des gens qui ont la même vision que moi. Hein, je pense, bah il y en avait un qui est passé à Saint-Étienne, un Benoît Souekoto. Lui, il arrivait avec son paquet de chips, sa Red Bull le jour des matchs. Voilà, il faisait son match, il rentrait chez lui, et il avait fini. Hein. Bon, et ben écoute, en tout cas, merci d'avoir pris tout ce temps avec nous. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur le plan personnel, sur le plan musical, pour la suite? Bah, je sais pas ce qu'on peut me souhaiter, que ça continue à avancer. Voilà, c'est tout, qu'il se passe des choses encore, et puis voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. C'est tout. Franchement, je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire parce que c'est un milieu. Alors, j'ai quitté un monde de requins pour entrer dans un autre monde de requins, mais à la différence que si tu veux être dans ton coin, tu peux l'être et choisir de qui tu t'entoures. Là où dans le foot, c'est un peu plus compliqué, mais dans l'ensemble que les projets avancent très très doucement malheureusement parce que t'es dépendant des labels, des maisons de disques, des trucs comme ça, des promoteurs de soirées. Mais j'ai des belles choses qui arrivent pour la rentrée, donc c'est cool. Voilà, donc c'est ça. Faut que les belles choses qui arrivent marchent et après on verra. Je peux pas trop en parler pour le moment parce que voilà, mais voilà. Eh ben écoute, on te souhaite bonne chance et puis peut-être de jouer dans quelques mois, dans quelques années à Geoffroy Guichard. Pourquoi pas? Ah ouais, le symbole serait marrant. Pourquoi pas, oui. Ouais, ça serait marrant. Je sais pas si ça pourra se faire, mais voilà. Bah, d'ailleurs, pour l'anecdote, la première fois que j'ai mixé en boîte de nuit, c'était avec Antoine Clamaran.
je sais pas si tu connais, mais qui est un Oui, très bien grand fan de l'AS Saint-Etienne. Ça, je savais pas par contre. J'ai mixé avec lui parce que j'étais un joueur de l'ASS. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, je suis reconnaissant d'avoir fait ça et je suis heureux de l'avoir fait, mais j'ai pas de dégoût pour le foot. Tu vois, c'est juste ça m'intéresse plus comme avant. C'est tout. Voilà, j'ai plus envie. C'est comme ça. Bon, bah écoute, on va suivre tout ça en tout cas sur les réseaux. Hiro avec 2 E, je le répète. C'est ça. Et puis on te souhaite un bel été. J'ai vu qu'il y a déjà plein de dates qui sont calées, notamment dans le sud-ouest, Ouais, je crois. c'est ça. Voilà, ce sera peut-être passé au moment où sortira l'épisode, mais on te suit sur Insta si on veut se tenir au courant de ce que tu fais. C'est top. C'est ça? Bah ouais, Insta, vous marquez Hiro, normalement vous me trouverez. Sinon c'est IAM, tout attaché, IAM, underscore, donc tiré du bas, Hiro, H2E-R-O. Voilà. Ça marche. Mais écoute, Elliot, Hiro, merci d'avoir pris tout ce temps avec nous. On te souhaite un bel été et puis on te dit à bientôt. Bah merci à toi pour l'invitation, ça me fait très plaisir et puis au plaisir. Salut, ciao. Merci à Elliot pour sa disponibilité et à vous d'avoir écouté notre discussion jusqu'au bout. Vous pouvez maintenant aller jeter un œil aux productions de Hiro, avec 2 E, je vous le répète, et venir discuter de cet épisode avec moi sur Facebook, Twitter et Instagram, ou m'écrire à dessous-de-verre@gmail.com. N'hésitez pas non plus à faire grandir ce podcast en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!